Donc voilà pour les images de type raster. On va avoir aussi des données de type vecteur. Donc là, ce sera plutôt des, points, des lignes, des polygones. On aura potentiellement d'autres types, hein, des curves. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, mais et chaque objet aura aussi des attributs. En fait, c'est comme une base de données, mais avec une colonne en plus qui représente la géométrie de l'objet dans l'espace. Donc ça peut être un tuyau avec des choses dedans, ça peut être une zone PLU, une parcelle cadastrale, ou un point d'intérêt. Voilà. Donc, grosso modo, voilà, c'est utilisé dans plein de domaines, le plan d'urbanisme, le cadastre, les réseaux, voilà, il y a plein de domaines d'application, et on va avoir différents formats de données, donc le shapefile, qui est historique, le GeoJSON, c'est du JSON avec une géométrie dedans, voilà. Le GeoPackage, alors le GeoPackage, en fait, finalement, on peut aussi mettre des données raster dedans. En fait, c'est un peu comme une base de données. Avec Spatialite, et puis finalement, on peut aussi mettre des rasters, donc c'est pas mal pour l'échange de données. Il y a moins de limitations que le shapefile sur les noms des champs, des choses comme ça. Et puis on va avoir aussi des bases de données relationnelles comme Postgre, PostGIS, où là, vraiment, c'est pour des grosses utilisations de la centralisation de données. Donc c'est en mode client-serveur. Donc je peux vous montrer également rapidement à quoi ça ressemble. Donc ici, par exemple, voilà, je vais ajouter, voilà, ici on a des polygones. C'est des régions, bon ça date un peu, c'est avant la restructuration des régions. Et là, on va pouvoir sélectionner les objets et on va avoir une table attributaire. Ici, donc, là on est plus sur une base de données, quoi. Donc c'est une table avec une colonne qui représente la géométrie, et on va voir des surfaces, des populations, le nom du polygone ici. Donc, là par exemple, j'ai sélectionné le Limousin. Ici c'est l'Auvergne. Voilà. Pour une brève présentation des formats de données. Ensuite, je vais passer sur GDALogr. C'est une bibliothèque en C qui est utilisée pour lire en fait, ces données-là et les écrire. Donc ça supporte tout un tas de formats de données. C'est une couche d'abstraction un petit peu. On va avoir une API commune sur tout un tas de formats de données. Donc je vais ouvrir rapidement la doc. Donc on voit ici que ça supporte tout un tas de formats de données. Donc pour les formats raster, ici, voilà, on a la liste. Puis ensuite les formats vecteurs. Donc ça donne un petit peu une idée de possibilité. Ensuite, il y en a qui sont disponibles en création, en lecture, en écriture. Ils ne sont pas forcément toutes les possibilités. Alors, ici, où le lien avec Python, en fait, il y a des bindings en Python dans GDALogr, mais c'est quand même une bibliothèque en C, donc c'est un petit peu casse-pied à utiliser. C'est que des appels de fonctions, c'est pas très pratique. Et c'est pour ça qu'il y a des bibliothèques par-dessus en Python qui vont nous faciliter la tâche et nous donner des idiomes un peu plus pythoniques sur ces bibliothèques. Alors, je présente quand même rapidement une diapo sur GDALogr parce que c'est quelque chose que j'utilise quand même souvent quand je reçois un fichier. La première chose que je fais, c'est que je fais un GDALinfo dessus. Par exemple, un fichier raster, et ça va me donner un petit peu le pédigré du fichier avec le système de projection. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la Terre n'étant pas plate, c'est un peu compliqué de la représenter sur un plan. Et on a tout un tas de systèmes de projection. Donc on va retrouver ici, par exemple, la taille, l'emprise du fichier dans le système de projection, la taille de l'image, la façon dont elle est encodée, est-ce qu'il y a des overviews dedans, tout un tas d'informations. Et pour les fichiers vecteurs, on aurait à peu près la même chose. Et ici, on va voir quels sont les champs à l'intérieur, on va pouvoir lister éventuellement les données. On aura exactement le même système de projection aussi. Donc là, évidemment, j'ai pris des données, pour ne pas se compliquer la vie, j'ai pris des données qui sont dans le même système de projection. Et donc maintenant, on va voir Raster.io, qui est on va dire une interface en Python sur GDAL, et qui va nous donner des fonctions de plus haut niveau en Python. Donc qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre de lire et écrire des fichiers, les géoréférencer, faire de la reprojection, du rééchantillonnage, des choses comme ça.
Et il y a aussi un intérêt, c'est que ça va nous renvoyer des tableaux NumPy, parce que finalement c'est des données matricielles, et on va pouvoir faire tout un tas de calculs dessus. Alors, j'ai prévu d'ouvrir la doc. Voilà, il y a toute une doc, hein, où on peut... ici, on voit comment ouvrir les données, puis alors, il y a un truc avancé, et là, on va voir qu'il y a tout un tas de sujets beaucoup plus avancés. Par exemple, si on veut utiliser des polygones pour vectoriser, rasteriser, passer du vecteur au raster, et des choses comme ça. Donc, je vais passer juste un petit cas concret, ensuite, ça va peut-être... on va aller très vite parce que j'ai prévu beaucoup de choses. Et donc ici, j'ai prévu une diapo avec un cas concret. Donc du coup, ici, pour ouvrir un fichier raster, bah, voilà, c'est du Python, on fait un with raster.io open, et puis on peut directement lire les données avec RIP. Donc le 1, c'est la bande, il peut y avoir plusieurs bandes dans un raster. Donc, comme dans une image, il y a 3 bandes, et RGB, bah, il y a des rasters où des fois il peut y avoir 50 bandes. Et donc, on récupère un tableau NumPy. Donc là, il n'y a que des zéros parce que c'est le début de l'image, c'est le point en haut à gauche, donc forcément, il n'y a pas de données. Et donc, ça va nous parler un peu plus si on représente les données comme ça. Donc là, c'est des données sur le risque sismique. Donc on voit, on voit un petit peu où ça se situe sur la planète. Et donc là, on a une fonction raster.io plot qui nous permet tout de suite de visualiser les données. Et ici, on voit les coordonnées longitude, latitude. Et les données, en fait, sont en longitude, latitude, elles ne sont pas projetées. Donc voilà pour raster.io. Faut que je me trouve là. Donc ensuite, Fiona, bah, ça va être un peu le même principe, mais pour les données vecteurs. Donc, pouvoir faire de la lecture, de l'écriture, et puis récupérer bah, les géométries, les attributs, parcourir les données. Et on a une interface aussi en ligne de commande, donc ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais... Donc, c'est pareil, il y a une doc en ligne. Pour l'instant, je ne rentre pas trop dans le détail sur la doc. On va juste regarder un petit cas concret. Donc, grosso modo, j'ouvre un fichier exactement de la même manière qu'avec raster.io. Je vais faire un fiona.open et je récupère une collection de features, donc c'est des enregistrements, qui contiennent quoi? Qui donnent un identifiant, des attributs et une géométrie. Donc là, bah, j'ai affiché le schéma. Donc on voit ici, bah, finalement, on a une géométrie de type polygone et on a la liste des attributs qui sont dans... On a les en-têtes de colonne, on va dire. Donc ça, c'est le schéma des données. Et ensuite, bah, je vais pouvoir parcourir les données. Donc là, par exemple, je récupère la France dans le jeu de données. Et on voit que je récupère des objets de type feature, la géométrie de type multipolygone. Je ne vais pas afficher toute la géométrie parce que c'est beaucoup trop long. Et on a les valeurs des attributs. Donc voilà pour les données vecteurs. Alors ensuite, on a Shapely. Donc Shapely, en fait, c'est ce qui va nous permettre de manipuler les objets géométriques. Alors en fait, c'est bindé sur Geos, qui est une bibliothèque en C++, mais l'interface stable est en C. Et finalement, nous, on va utiliser Shapely, qui nous fournit une interface de haut niveau en Python dessus. Et donc ça va nous permettre de faire des calculs de longueur, de surface, de faire des relations spatiales entre les objets. Par exemple, est-ce qu'ils sont contenus, est-ce qu'ils s'intersectent entre eux, est-ce qu'il est inclus à l'intérieur de l'autre, enfin tout un tas de prédicats géométriques, et aussi de faire tout un tas d'autres opérations qui vont nous créer des nouvelles géométries, par exemple une simplification, un buffer, récupérer l'intersection entre deux polygones, par exemple. Donc là, bah, par contre, on va aller voir un petit peu la doc, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc Shapely, c'est ici. Donc je passe là-dessus, mais par exemple pour les prédicats, bah, voilà, on a tout un tas de prédicats géométriques. Est-ce que c'est équal, est-ce que ça s'overlap, parce que voilà. Et puis on a tout un tas de fonctions ici qui vont nous permettre de, par exemple, récupérer l'enveloppe. Donc s'il y a des trous, ça va nous prendre que le contour extérieur, des choses comme ça. Des convex pool. Bon, après il y a tout un tas là d'opérations que même moi d'ailleurs je ne sais pas toujours à quoi ça correspond exactement.
Et donc on va regarder également un petit cas d'utilisation. Donc les relations spatiales, donc j'ouvre mon fichier avec Fiona. On a une fonction dans Shapely, donc shape. Donc je l'appelle sur l'objet qui vient de Fiona. Et après, voilà, je vais pouvoir. Donc je parcours ici toute la table et je n'imprime que ceux qui intersectent avec la France. Et donc on voit qu'avec quelques lignes de code, je peux récupérer tous les pays qui touchent la France. Donc ensuite les autres opérations, ici par exemple, je récupère la France, la Suisse, et puis je fais une intersection entre les deux. Alors qu'est-ce que je vais récupérer? Je récupère d'abord la frontière entre la Suisse et la France. Alors il y a peut-être une toute petite erreur de topologie ici qui fait qu'il y a un trou. Mais c'est-à-dire que peut-être les deux frontières, il y a un tout petit jour entre les deux et ça intersecte pas à cet endroit. Alors je fais aussi une petite simplification pour illustrer un petit peu les opérations. C'est ça qu'on appelle l'hexagone. Donc voilà un petit peu les possibilités. Évidemment, je n'ai pas illustré toutes les fonctions. Voilà, c'est juste une petite introduction sur Shapely. Alors maintenant, on va voir un petit cas concret, un peu plus concret, on va combiner un petit peu tout ça ensemble. Donc finalement, on va ouvrir un fichier raster. Donc on récupère le fichier raster. On va ouvrir le fichier vecteur. Donc là, je fais une petite impression. J'ai rasterisé en fait j'ai fait un rasterize en fait ici du polygone pour l'afficher pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne dans le même système. Et ensuite, on va lire une fenêtre dans le raster. Donc je récupère l'emprise, le rectangle en fait dans lequel est inclus la France. Et je vais dire à raster.io d'aller me lire exactement cette emprise dans le fichier. Parce que le fichier est organisé en blocs. Et puis on n'a pas forcément envie de lire tout le fichier. Le fichier pourra faire plusieurs gigaoctets. Et donc finalement, on va utiliser un objet window dans raster.io, et lui va directement aller nous récupérer les bons blocs et nous renvoyer une image un tableau NumPy en fait, qui fait exactement l'emprise qu'on voulait. Donc là, on voit que, on voit se dessiner un petit peu la France dedans. On a récupéré pile poil le rectangle qu'on voulait. Ensuite, on va utiliser du coup le polygone comme masque. Donc là, on fait un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va rasteriser le polygone et ensuite on va créer un masque NumPy avec. Et on n'a plus qu'à l'appliquer sur les données et on obtient directement une matrice avec juste la partie France dedans. Et donc ensuite, on va pouvoir faire des calculs avec NumPy par exemple. Donc là, je fixe un seuil et je récupère que les données qui sont supérieures au seuil. Alors ici, après, j'ai un cas un petit peu plus concret où finalement on a 3 rasters. Du coup, on va dégager des niveaux de risque en fonction de chaque raster avec des périodes de retour sur des risques sismiques. Et le résultat, voilà. Donc on a 3 niveaux de risque différents, low, mid, high. C'est en fonction des périodes de retour d'un certain seuil de risque sismique. Donc ensuite, on peut facilement enregistrer ce fichier vecteur. Donc là, j'ai pris le schéma source et puis j'ai simplement ajouté un attribut dedans. Et ensuite, je vais écrire mon fichier avec Fiona. Dans le même système de projection, dans le même format, et avec un schéma légèrement modifié. Donc, alors, dans la diapo qu'on n'a pas vue, effectivement, j'avais ajouté aussi dans les futurs, dans les polygones, j'avais ajouté la valeur du champ level. Donc on peut aussi sauvegarder un fichier raster de la même manière, avec raster.io. Donc du coup, on a vraiment une interface de haut niveau, les opérations sont très simples, les fonctions très orientées Python. Alors, ensuite, concrètement, moi j'utilise rarement Shapely et NumPy parce qu'en général on travaille avec PostGIS sur des serveurs web ou dans QGIS. Donc il y a quand même, maintenant je vais faire le parallèle un petit peu avec les autres outils qui sont à côté. Donc dans SQL Chimie, on va utiliser GeoAlchemy qui va nous fournir en fait un type de colonne géométrique comme
comme dans PostGIS. PostGIS fournit un type de colonne géométrie dans Postgre, et GeoAlchemy fournit la même chose dans SQLAlchemy. Donc il y a une doc, et puis effectivement on aura un lien dans GeoAlchemy 2 pour récupérer des géométries au format Shapley. Et donc si je montre un petit exemple, donc grosso modo, je définis une table SQLAlchemy avec une colonne Geom qui est de type GeoAlchemy géométrie, donc de type polygone en projection, en non projeté, en longitude latitude. Et ensuite, quand je vais récupérer mon enregistrement depuis ma base de données, eh ben j'aurai simplement à faire ici GeoAlchemy shape to shape pour récupérer un objet Shapley, donc pour pouvoir faire ensuite des prédicats géométriques dessus, des choses comme ça. Tous les types de calculs qu'on a vus avant avec Shapley. Et on va pouvoir faire aussi l'opération inverse, par exemple, ici, pour faire une sélection dans la base de données à partir d'une géométrie Shapley. Donc ici, géométrie, c'est une géométrie Shapley, et je fais from shape. En fait, bon là, j'explique pas trop, mais en fait, ça nous renvoie un WKB, je le passe directement à PostGIS, je fais une requête et je récupère ici de la même manière, directement depuis la base de données, en faisant un filtre côté base de données, les enregistrements qui intersectent avec la fenêtre. Alors pour terminer, je vais faire un petit parallèle aussi avec QGIS. Donc en fait, Shapley et NumPy sont installés avec QGIS sous Windows. C'est-à-dire que vous installez QGIS, vous avez déjà ces bibliothèques-là qui sont directement utilisables dans la console Python. Raster.io et Fiona, ils ne sont pas installés avec. Alors, il faut savoir que dans QGIS, il y a tout ce qu'il faut pour traiter des données vecteurs. La recommandation dans des plugins, c'est plutôt d'utiliser les outils de QGIS pour éviter d'avoir des dépendances sur des choses externes dans les plugins. Mais il faut savoir que l'API de QGIS sur les rasters n'est pas forcément hyper élaborée. Et donc, du coup, ça pourrait avoir l'intérêt d'utiliser Raster.io. Alors, il y a quand même des liens avec Shapley. Donc ici, par exemple, je prends un exemple dans la doc. On va avoir ici, on récupère ici notre géométrie et on aura des fonctions load S ici, depuis le WKB. On va pouvoir utiliser des formats pivots comme le WKB ou le WKT pour communiquer avec l'API de QGIS, pour faire les conversions entre Shapley et QGIS. Alors, ensuite, il y a une vraie volonté en fait quand même de la part de QGIS de faciliter l'interaction avec ces bibliothèques. Donc ici par exemple, il y a une proposition d'évolution pour améliorer en fait, d'ajouter un petit peu des helpers pour faciliter l'interaction avec les bibliothèques géospatiales standards. Et on peut facilement utiliser aussi tout ça. Alors, donc j'ai fait un petit exemple dans QGIS. Par exemple, ici, j'ai fait un algorithme. Alors, je l'ai fait avec Eclipse parce que c'est plus facile pour débugger. Et donc ici, j'ai fait un petit algorithme QGIS Processing. Alors, je ne sais pas si ça parle peut-être à certains. Donc finalement, dans QGIS, c'est la façon recommandée pour faire des traitements de données. Donc on implémente une classe, on définit les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie, et on fournit une méthode pour le traitement des données. Donc ici, j'ai utilisé justement Raster.io pour aller lire mon raster, ici, puis je fais mon mask, un peu, j'ai copié-collé le code, avec 2-3 petites adaptations. Alors comment ça se traduit dans QGIS ici? On va se retrouver avec un petit algorithme dans la boîte à outils de traitement. Et ici, on peut choisir le raster en entrée, le polygone. Bon, j'ai déjà mis le filtre sur la France de l'autre côté, je le lance et hop, j'ai le résultat ici. Alors, il y a peut-être une petite mauvaise compréhension sur là où il n'y a pas de données, mais on voit qu'en fait, finalement, voilà, j'ai appliqué exactement le même traitement avec Raster.io et NumPy dans QGIS. Donc voilà. Ça se termine là, donc... Je ne sais pas si vous avez des questions. Si on s'intéresse au domaine, moi je ne suis pas dans mon domaine de compétences, si on s'intéresse au domaine, vous conseillez de commencer par quoi au niveau de
ce qui est manipulation géographique en termes d'apprentissage. Je pense que le mieux pour découvrir un peu les données, tout ça, ce serait d'utiliser QGIS déjà pour bien. En fait, la première chose que je fais, donc, quand je reçois des données, c'est de les ouvrir dans QGIS pour ce qu'il y a dedans. Après, il y a tellement de domaines d'application, tellement d'outils que c'est vrai que c'est pas évident je sais pas comme ça, vraiment, je peux répondre. Après, dans QGIS, il y a tout un tas aussi de cookbooks pour apprendre à utiliser l'API de QGIS, des choses comme ça. Bon. Puis dans QGIS, on retrouve comme graphiquement ce qu'on fait, alors c'est peut-être plus facile pour débuter. Par contre, le QGIS, on ne peut pas l'installer avec PIP, il n'est pas dans PyPI, donc par exemple, pour des petits traitements côté serveur ou ça, on ne va pas installer un QGIS, c'est ça, donc on va utiliser Shapely et Rasterly. J'ai commencé à essayer de travailler sur un projet sur l'Europe. Je voudrais savoir où on trouve des données publiques, géographiques. Alors, il y a énormément de sources de données. La plupart des régions maintenant avec l'open data, ils ont tous des catalogues de données. Donc nous, en fait, on les installe aussi pour eux, on fait des prestations autour de ça. Donc en général, ils ont un catalogue open data ou des choses comme ça. Après, il y a énormément. Là, je vous ai présenté des données qui viennent de la Banque mondiale, puisqu'on avait fait des choses avec Raster.io pour eux. Mais vous allez sur les journaux de la Banque mondiale, vous avez des données mondiales. Après, ça dépend vraiment des données que vous recherchez, mais les régions en général ont vraiment une grosse plateforme de données en open data. Enfin, sur la France, alors sur l'Europe, je ne saurais pas dire sur l'Europe vraiment où il faut les chercher. Ouais. Et il y a tellement de sources de données. Je vous remercie.